Bienvenue les amis dans ce 5e épisode du Kali Show. Moi, si tu me connais pas encore, c'est Matt Monfit et tu mates mon podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec un entrepreneur dans le monde de l'audiovisuel qui a plus de 4 ans d'expérience, qui a notamment pu faire pas mal de shooting autour du calisthenics. Aujourd'hui les amis, je vous prie d'accueillir Dany. Dany, comment vas-tu ? Ça va très bien. Ça va très bien et toi, Mathé ? Ça va super. C'est un réel plaisir pour nous de t'accueillir ici. Depuis le temps qu'on vous laisse faire un podcast, tu vois. Ouais. Donc, vraiment trop content. Les amis, si vous connaissez pas Dany, Dany, depuis 4 ans, il est spécialisé dans la photo et la vidéo à travers son métier de créateur d'images. En tant qu'auto-entrepreneur, il est basé sur Lille, actuellement dans les Hauts-de-France. Donc Dany, pour la petite histoire personnelle, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par pur hasard sur l'île. Il faisait un shooting pour un pote à ses débuts. Nous, on était aussi à nos débuts et il commençait déjà à shooter un peu des planches, etc. C'était vraiment déjà pour l'époque des clichés de fou. Du coup, petit à petit, il s'est spécialisé plus orienté vers l'aspect culinaire de la photo, de la vidéo, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de tout ça, de son histoire, de comment il s'est émancipé grâce à l'entrepreneuriat, parler aussi de sa vision du développement de l'audiovisuel dans la discipline du calisthenics, ce que ça peut apporter, ses limites, etc. Et donc, voilà, Dan, si tu peux nous parler un peu plus de toi, de ton histoire, ce qui t'a amené jusqu'ici. Bien sûr. J'aimerais juste terminer la partie après la photo culinaire, qu'est-ce qui se passe, parce que là, depuis 1 an, 2 ans, je suis en train d'arrêter ce truc parce que ça me saoule. La raison à ça, c'est que c'est tout le temps la même chose. Les plats parlent pas, tu peux pas être très original. Les clients sont des petits clients, des petits commerces, etc. Ça ramène des sous, mais 200 € par-ci, 200 € par-là, c'est pas avec ça que tu remplis les caisses pour payer un loyer. Donc, et au bout d'un moment, je perds aussi la passion pour ça. Donc, je me suis mis à faire des vidéos et des photos pour les entreprises et pour quelques créateurs de contenu sur Insta. Il y en a encore que je garde qui sont des très très bons clients et qui reviennent très 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 souvent. Donc je suis très content et je suis très reconnaissant par rapport à ça. Et je suis en train de développer une nouvelle direction qui est les publicités pour les grosses marques. Ouais. Peut-être avec Apple, peut-être avec Nike, on ne sait pas, un jour peut-être. Mais plus Excellent, travailler tout seul, travailler avec des potes vidéastes, travailler ensemble sur des projets qui nous passionnent de fou, avoir des idées de taré et faire tout ce qu'on veut créativement. Et c'est la direction que je suis en train de construire petit à petit. Mais je préfère pas trop en parler pour l'instant. Enfin, on peut en parler en podcast, mais je préfère pas trop m'étaler parce que je préfère d'abord faire les choses et ensuite pouvoir en parler par la suite. Voilà. On est d'accord. Ça, c'est l'après. Et pour l'avant, pendant les 20 premières années de ma vie, j'étais grave totalement perdu. Je savais pas quoi faire dans ma vie. On me pose la question tout le temps, je savais pas. Cette question limite m'angoissait. Je suis arrivé dans une école supérieure que j'aimais pas du tout, je me faisais chier à mourir. Et j'ai un pote qui faisait de la photo que j'ai découvert sur Insta, qui était au lycée avec moi. On s'est proposé une sortie photo et on était amené sur le toit de la gare Lille-Flandre à esquiver l'armée et des charpentiers pour faire des photos hyper stylées. Et au final, les photos étaient hyper stylées. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé la photo, puis la vidéo avec, et maintenant les deux me font kiffer, mais un peu plus la vidéo maintenant. Voilà. Ouais. Ok. Et du coup, c'est drôle ça, j'étais pas au courant de cette anecdote, parce que du coup, c'est venu un peu à toi par hasard. Et à quel moment, du coup, tu décides de passer le cap et comment tu le fais ? Parce que tu vois, on a toujours cette vision un peu de ouvrir une entreprise, partir dans l'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé pour toi ? C'était d'abord la passion pour la photo. Vraiment, vraiment. Faire des photos de rue, prendre en photo des monuments, des couchers de soleil, des trucs basiques, mais bien retouchés. Je commençais au téléphone et après j'ai acheté l'appareil photo à 300 balles sur le bon coin, le moins cher possible, voilà. Très bas de gamme, mais c'est la passion pour la photo et pour l'audiovisuel de manière globale qui m'a guidé ensuite vers l'entrepreneuriat. Est-ce que du coup, tu veux que je te raconte le moment où j'ai passé le pas de juste la passion carrément. à passion et entrepreneuriat? Ouais. Carrément. Okay. Je faisais avant, quand j'étais étudiant, j'étais aussi animateur pour enfants. Je remplissais les caisses en faisant ça, en m'occupant des gosses, etc., en centre de loisirs. Toi, tu faisais de l'animation pour enfants ? C'est une longue histoire. Il y a encore une backstory qui explique pourquoi j'en suis arrivé là, mais je savais qu'il y avait de la demande dedans, qu'il y avait juste un diplôme BAFA à payer et c'était vite renta. Et je voulais bosser, je voulais me faire de la thune, donc je kiffais pas particulièrement les enfants, hein, mais j'ai fait ça pour la thune.
Ouais, Voilà. carrément. C'est en mode tu faisais les centres aérés, les trucs comme ça, quoi. Oui, j'ai fait ça Ouais. pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait mon boulot. Et je me suis dit, pendant les vacances d'été, je vais pas refaire animation. J'ai mon appareil photo, j'en fais déjà depuis quelques mois, je m'en sors bien, je suis content, quoi. Et je voulais voir un peu quel secteur, j'avais des potes déjà photographes, quel secteur était pas trop pris sur l'île pour que je puisse commencer sans être écrasé par une concurrence limite déloyale. Du coup, on m'avait dit photo culinaire, il y avait peut-être un truc à faire. Donc, ce que j'ai fait pendant tout l'été, c'est que j'ai toqué à la porte de tous les restaurants. Je leur ai dit bonjour, je vais m'entraîner pour faire de la photo culinaire. Est-ce que ça vous dit, vous me filez un plat gratos, mais je vous le prends en Incroyable. photo. Et si vous kiffez les 1, 2, 3 photos que je vous fais, gardez-les, c'est cadeau. Moi, je suis là pour m'entraîner. Et quand les gens entendent photo gratuite, forcément, tout le monde accepte. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup prendre d'expérience. Et après, au bout d'un moment, quelqu'un m'a demandé une prestation. Cette personne avait une entreprise. Elle ne pouvait pas me demander une prestation si j'avais pas d'entreprise aussi. Donc, je me suis déclaré et j'ai créé mon entreprise à ce moment-là. Incroyable. Voilà. C'est toujours ce même truc qui revient, en fait, ça me fait rire, tu vois, parce que du coup, là, c'est le 5e épisode, j'ai déjà parlé avec 2, 3 entrepreneurs. C'est toujours cette démarche d'aller vers, en fait, tu vois, de sauter un peu dans le vide et petit à petit de construire le truc. Et je trouve ça incroyable. Et du coup, tu ouvres officiellement ton auto-entreprise, ce qui te prend, ça, faut savoir qu'ouvrir une auto-entreprise, c'est fait en 2, 3 clics, tu l'as fait sur Internet. Alors, moi non. J'ai fait un rendez-vous, Toi, j'ai payé non? 130 balles le rendez-vous, mais c'était Ah rapide, merde. ça s'est bien passé. Mais je suis allé à la CMA, j'ai payé 130 balles, ça s'est bien passé, mais ça a coûté cher. Bref, peu Ah, importe. ok. Mais chacun a une façon différente. Plus ou moins Ouais. rentable. Après, ça peut être bien aussi d'aller à la CMA pour être régulier, Je etc. voulais que ce soit C'est toujours rapide et mieux. pas avoir de problèmes administratifs de merde, il manquait un papier, etc. Donc je voulais faire ça vite et bien. Ok. Et du coup, tu lances ton entreprise. Là, on est en quelle année quand tu fais ça? On était en juillet 2020. Juillet 2020. Juillet 2020. Ouais. Et du coup, après, tu pars à fond dans le culinaire, tu te développes comme ça. Ça t'amène. Que ça. Ça Que de la t'amène. photo culinaire à balle. Ouais. Et je me tapais tous les restos. Je démarchais d'une façon très très bête et très très innocente. En mode bonjour, je fais des photos. Vous voulez des photos? Non? Ok, d'accord, au revoir. Et j'ai fait ça plein de fois. Je me suis mangé 1 milliard de portes au nez. Les gens étaient très sympas, hein, mais ils restaient pros et ça faisait bizarre d'aller voir les gens et de leur proposer un service commercial. Enfin bref. Ou d'essayer d'être Ouais. sympa et de leur sourire alors que tu sais que tu vas leur vendre un truc derrière en fait. C'était un peu perturbant. Donc, Et donc aujourd'hui, du coup, là, t'es à 100%, tu vis à 100% de ça au niveau. bien Est-ce que tu sûr. peux nous parler un peu de l'évolution de ta situation? Parce que j'imagine qu'au début, tu n'avais pas le même chiffre d'affaires qu'aujourd'hui, pas forcément la même stabilité. Est-ce que Non. tu peux nous parler un peu plus de ça? De l'évolution stabilité financière. Ouais, ouais, Ok. vraiment comment tu as commencé, même si tu peux nous parler de tes chiffres, si tu veux bien, Ok. Bah, ce sera peut-être vraiment plus voir représentatif, je l'évolution. pense, et j'ai aucun problème avec ça. Top. Au début, appareil photo, 300 balles. Petit trépied de poche, 30 balles sur Amazon. Et un vieil ordinateur qui arrivait à peine à faire de la vidéo en 1080p. Mais j'ai commencé comme ça, voilà. Oh, je kiffais un peu la vidéo, mais mon ordinateur tenait pas la route. Du coup, j'ai arrêté la vidéo à cause de ça, momentanément, pendant 2 ans. Juste parce que j'avais un Ouais. ordinateur pourrave. Et j'ai pas les thunes de m'acheter un ordi capable de monter des vidéos en Full HD. Bref, c'est une autre histoire. Mais financièrement, voilà, moyen d'étudiant. J'avais 400 euros, 300 euros à mettre. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et je me suis bougé le cul ensuite. Petit à petit, j'ai commencé à faire des prestations. Petit à petit, j'ai découvert que l'URSSAF en fait vient et te prélève de la thune. Donc j'ai découvert les cotisations sociales aussi, ça fait plaisir. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les prestations se multiplient tout doucement. Et je dirais que, allez, 1 à 2%, voire même peut-être 5% des gens que je voyais, des restaurants devant lesquels je toquais à la porte, acceptaient une prestation. Donc c'est pas Ok. beaucoup. Donc, du coup, j'ai dû en voir 50, 100, 200, je sais même pas combien, bref. Mais pas mal, quoi. Et ouais, l'argent rentre petit à petit. Au bout d'un an, j'ai décidé de m'acheter un deuxième appareil photo, parce que le premier était un peu... Enfin, il était bien, mais il était assez limité, et niveau capacité photo, c'était pas la folie. Donc,
je tente. Nouvel appareil photo. Il était bien claqué au sol. Hein. Après, c'était ce qu'on avait pour l'époque. Je peux dire les appareils ou tout le monde s'en fout? Vas-y, dis. Premier appareil, c'est un Canon 500D. Il datait de 2008, 2007, 2009, un truc comme ça. Ensuite, il y a le Canon 80D. Ne l'achetez pas, il est claqué au sol. Il ne fait que de la photo. Il est gros et il a juste un peu plus de batterie. Mais globalement, il a des capacités aussi pourries que le premier pour 500 balles de plus. Donc aberrant et ne pas prendre du tout. Mais je l'ai pris. J'ai fait avec. Et après, 1 an et demi plus tard, on va dire, je finis par acheter le Saint Graal, le Sony A7 III, qui fait de la photo et de la vidéo. À ce moment-là, j'ai un MacBook Air, il est étudiant en 16 pouces, mais c'est le M1. C'est un 13 pouces, pas un 16 pouces. Un 13 pouces, mais c'est un M1 en processeur. Et du coup, ça monte les vidéos du feu de Dieu. Et enfin, je peux reprendre la vidéo avec un A7 III qui filme bien, qui est fait pour la vidéo et la photo. Et en même temps, j'ai un ordinateur qui peut tenir la route. Donc là, je commence à faire petit à petit la vidéo, mais sans prétention, et je propose même pas de prestation à ce moment-là. Voilà, je continue toujours les photos culinaires. Et la vidéo, pour tester vite fait. Voilà. Ouais, donc petit à petit, ça a bien évolué, même au niveau du coup de ton chiffre d'affaires. En fait, plus ton chiffre d'affaires évoluait, plus tu réinvestissais dans ton matos. Et ouais. Et du coup, t'as eu ce truc de ça montait, ça drop, ça montait, ça drop. Le chiffre d'affaires. Ouais. Enfin, c'est ça que la j'allais te réserve d'argent demander. Que j'avais plutôt. Ouais. C'est ça que j'allais te demander, c'est est-ce que toi, tu as connu une croissance constante? Non. Parce que tu vois, je sais que là, il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans le monde du sport, qui nous regardent. Et on sait que c'est un problème, la stabilité financière en coaching, en formation, Bien etc. sûr. Donc toi, tu as eu cette courbe ou tu as quand même eu cette courbe, ces pics vers financièrement, le bas, ça faisait des hauts et des bas tout le temps. Sachant que les clients étaient totalement irréguliers, c'était totalement random la fréquence d'apparition des clients et la somme que j'ai gagnée avec eux. Je pouvais tomber sur des connards finis qui me négocient des prix comme pas possible et qui me prenaient un temps, une énergie pas possible que j'aurais pu mettre sur d'autres clients à côté, mais que j'ai pas pu faire du coup. Il s'est passé plein de trucs. Mais ouais, autant psychologiquement que financièrement, ça a été beaucoup de hauts et de bas. En gros, j'ai mangé la merde. Et la merde, maintenant, je peux la sentir à des kilomètres. S'il y a un client qui commence à sentir le roussi, je vais être hyper méfiant. Et dès qu'il y a un mauvais signe, je vais me barrer. Par exemple. Bon, là, on déborde un peu vu que c'est pas financier. Mais je termine vite fait pour la partie financière, du coup. Je rencontre des clients qui me demandent des prestations régulières, de plus en plus. Le prix de la prestation passe de, 150, 200 euros à 300, 400, 500 euros. Donc, je commence à vraiment avoir l'évolution. Malheureusement, il faut encore réinvestir au fur et à mesure. J'ai acheté un MacBook Pro à 3600 balles, donc ça fait mal au cul. Et plein d'accessoires de lumière, de flash, de trucs, de machin, de stabilisateur 400 balles, trépied 100 euros, lumière 200 euros, 400 euros, puis une autre lumière constante à 400 euros. Enfin bref, ça fait du matos. Plus les trucs qu'on achète et au final on se rend compte que ça sert à rien. Ouais. Voilà. Mais financièrement, ça monte. Ça fait des hauts, des bas, mais globalement, si on fait la moyenne, ça monte. Et jusqu'à il y a 2 mois où je finis par acheter la 7 IV et pas la 7 III. Et là, maintenant, j'estime que j'ai un niveau en vidéo qui est correct professionnellement, où je suis capable de faire des trucs créatifs et propres. Et ouais, créatifs, propres et corpo à la fois. Enfin, en gros, mes services, tu peux les recommander, ça s'achète, tu sais que tu auras du clean, tu sais que tu auras de l'original et que ce sera du bon travail. Et que maintenant, je suis confiant aussi avec mon travail. Depuis 6 mois, j'assume vraiment mes prix. S'il y a un gars qui me fait chier sur les prix, je me casse. S'il négocie, je me casse. Et je fléchis pas devant les gens. Alors qu'avant, tout le temps, je le faisais. Et bon, je m'étale pas encore parce que si jamais tu veux aborder la partie psychologique, etc., on pourra le faire plus tard, peut-être. Mais carrément, financièrement, dans les prochains épisodes. Mais financièrement, ça va. Franchement, je peux me payer un loyer, je peux me payer des courses, je peux me payer un peu de matos en réserve et je suis capable d'épargner un peu. Ça va. Quand il n'y a pas de voiture qui casse. Là, il y a une voiture qui a cassé. Mais je peux amortir un peu. Bref, dans tous les cas, financièrement, ça va mieux. Et ça ira de mieux en mieux encore. Voilà. Ouais. Top. Tu peux nous parler un peu de ton... Est-ce que tu pourrais nous dire actuellement ton chiffre d'affaires moyen? Chiffre d'affaires, 2200 euros par mois. Ok. Net d'impôt en moyenne. ou...
Non, c'est chiffre brut. d'affaires. Brut et en net, 1700 quand tu retires les cotisations sociales. Ouais. Et quand tu retires après les charges, loyer, abonnement de logiciel, etc., il doit me rester 1000 balles dans la poche, voire même des fois un peu moins, vu que dans le chiffre d'affaires, tu comprends les frais de déplacement, le train, les trucs, les machins. Ce qui est un peu... Enfin bref. Après... Du coup, je tombe à moins de 1000 balles par mois en net, mais je me fais kiffer et je sais que ça fait que monter au fur et à mesure, donc je m'inquiète pas. Ouais, et puis la liberté n'a pas de prix, dans tous les cas. La liberté n'a pas de prix, ouais. Ok, hyper intéressant. Ouais. Les amis, si les services de Dany vous intéressent, vous voulez en savoir un peu plus sur Dany, vous aurez tout dans la description, son Instagram, etc. On peut directement te contacter sur Instagram si on a besoin d'une prestation. Oui, vous pouvez, il n'y a pas de souci. On fera les choses de façon très carrée, mais le premier contact, ça peut être sur Insta, par SMS, peu importe où. C'est ok, il n'y a pas de souci. Ouais, je vais éviter de mettre son numéro parce que beau comme il est, vous allez tous l'harceler, mais vous aurez son Instagram. Ok, trop intéressant, hyper intéressant. C'est en tout cas déjà bravo pour le parcours que tu as fait. En tout cas, moi, j'ai été témoin indirect, si je puis dire, parce que je t'ai vu à tes débuts. Tu te rappelles la première fois c'était quand? C'était en 2020-2021. Grand Place, Noël, il y avait les sapins, la grande roue, etc. Donc je me souviens. C'était en plein jour, shooting avec Charles et toi. Ouais. Je m'en souviens. Il y a 2 ans, je pense, à peu près. Parce que du coup, Dany, les amis, il a fait beaucoup de shooting en calisthenics, notamment avec Carlito. J'en ai déjà fait aussi avec lui. Il a eu beaucoup de projets vidéo, beaucoup de projets photos à travers le calisthenics. Petit à petit, on a vu une certaine évolution dans ta façon de shooter, ne serait-ce que les planches, etc. Parce qu'il y a quand même des angles qui sont bien spécifiques, tu vois. Il y a des angles à 1 centimètre près, t'as l'angle parfait et de l'autre côté, ça peut être totalement pourri. Mais ouais. Ouais, c'est clair. Et au niveau de cet aspect audiovisuel de la discipline, pour reparler un peu plus de calisthenics, comment toi tu visualises la chose? Est-ce que pour toi c'est important de mettre vraiment le pied sur l'audiovisuel, sur l'impact, sur l'image de l'athlète par exemple en général, tu vois? Qu'est-ce que toi t'en penses? Comment tu te projettes là-dedans? Oui, il y a différentes manières de le faire, mais globalement, le fait de filmer les choses d'une façon plus professionnelle, globalement, donne plus de crédit à la discipline. Que ce soit autant pour les plans cinématiques, etc., que fait Clément B, par exemple, ou Alan SW, ou Mathieu, par exemple, qu'on connaît bien, qui fait des trucs hyper stylés sur Instagram, qui fait des edits de fou malade. Oui, ça démocratise, ça aide beaucoup, ça donne du crédit à la profession, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Nathan Bossèche qui fait plein de vlogs, Livan, etc., qui font plein de vlogs, qui créent et fédèrent une communauté. La partie business, le fait qu'il y ait des formations, de l'argent qui se crée, une économie qui se crée autour de ça, c'est hyper important aussi pour que la discipline monte. Et aussi, c'était quoi déjà la troisième chose? C'était... je sais plus. C'est pas grave. Mais une 4e chose, du coup, le fait qu'il y ait des fédérations, des compétitions, le fait qu'il y ait des structures officielles, ça aide énormément. Mais ça, c'est hors cadre audiovisuel, disons. Et voilà. Ouais, c'est hyper important pour donner du crédit, fédérer une communauté, créer des formations, de l'économie autour de tout ça. Donc, l'audiovisuel n'est qu'une partie qui permet à la calisthénie d'évoluer, de se faire démocratiser, etc. Ah oui, c'est vrai, 3e point, Brieuc Le Dantec. Brieuc, putain. Tu vois, Brieuc Le Dantec, je pense que tu vois de qui je parle, qui aide énormément à démocratiser le street workout, qui apprend beaucoup de mouvements de basique à intermédiaire, mais où il y a énormément de vues dessus et beaucoup de débutants qui le découvrent la discipline grâce à ça. C'est clair, ouais, je suis d'accord. Sans parler d'Eric Flag et de Elio Avila Munoz, même s'il est un peu moins présent, et Eric Flag aussi, mais ils ont beaucoup aidé, ils ont beaucoup été précurseurs. Ouais, c'est clair, tu vois, Eric Flag et Elio, pour moi, après Brieuc, je sais pas depuis combien de temps il est dans le game, mais je pense qu'au niveau de ce qu'on parlait au niveau audiovisuel, apporter ce côté un peu plus pro autour de la discipline, je pense que ils ont carrément amorcé le truc, tu vois. Ouais. Ils ont carrément amorcé le truc. Donc voilà. Pour moi, l'audiovisuel, c'est utilisé plein de façons différentes, mais ça fait partie d'un des engrenages qui permettent de faire grandir le calisthenics dans le monde entier, quoi. Donc c'est important. Après, la principale limite qu'on a par rapport à ça actuellement, c'est le budget, tu vois.
Bien Parce que sûr. tu vois, pour pouvoir, par exemple, se payer tes services ou etc. Parce que, en soi, la quasi-intégralité des prestations calisthenics que tu as proposées, elles étaient soit à prix cassé, Bénévole. soit Bon, complètement c'était pas à gratuites, prix tu cassé, vois. c'était juste bénévole. Mais j'étais très content de le faire. Et ça venait de Ouais, ma mais propre tu vois, initiative. dans une perspective tu vois, de plus avoir vraiment du contenu qualitatif. Tu vois, par exemple, imaginons qu'un athlète veuille se prendre à temps plein un vidéaste photographe. Tu vois ce que je veux dire? Pour chacun de ses postes, J'ai jamais vu ça. ça coûterait trop cher en fait. Mais même les gymnastes, etc. et tout, même d'autres athlètes, je crois pas qu'il y ait des vidéastes qui les suivent et tout ça, alors que pourtant leur discipline, que ce soit l'athlétisme ou autre, c'est un level olympique déjà, tu vois. Hmm. Donc je crois pas qu'il y ait besoin de vidéastes qui suivent des athlètes à droite à gauche, mais qu'il y ait une économie qui se crée autour de tout ça et que, un peu quand même, l'audiovisuel aide à esthétiser un peu les choses, professionnaliser les choses, ça oui, c'est important. Mais un vidéaste qui suit un athlète partout à droite à gauche, ça, j'y crois pas trop. Peu importe la discipline. Ouais. Ok. Ouais, parce que c'est ça qui est dommage en fait, tu vois, c'est que bah, la plupart des, enfin dommage oui et non, mais dans un sens où ça limite un peu ce facteur évolution, c'est Ouais, bien sûr. l'aspect thune, tu vois, l'aspect thune. Tu vois, genre Ouais. c'est ça qui bloque parce que tu vois, il y aura toujours des gens qui le feront par passion, comme tu as pu le faire, par pur plaisir, par truc, mais ça a ses limites au bout d'un moment, tu vois. Oui, Ça a ses limites. Et je pense que tu as pu le ressentir au niveau de ces limites-là. je l'ai ressenti parce que, comme je dois payer un loyer, à un moment, je suis obligé de prioriser les prestations payantes au-delà des Mmh. prestations bénévoles. Comme je peux proposer comme je le faisais pour Charles, je sais pas si on dit Carlito, Ouais, mais Charles et Charles toi, Carlito. enfin voilà quoi. Ou pour le rasso qu'on avait fait, non c'était quoi déjà? Il me semble que c'était un rasso que j'avais filmé pour toi, où j'ai proposé ça, enfin Ouais, SWHDF, ouais. ouais, on l'avait fait ça de L'inauguration. façon bénévole, et moi ça m'avait plu, tu vois, c'était très bien, mais si jamais j'ai besoin d'argent et qu'il me faut de la thune et que je dois faire des prestats payantes, bah malheureusement je dois refuser ça et prendre la presta payante à côté, ce qui est normal. Ouais, c'est ça qui est dommage, tu vois. Mais ça va Mais venir. toujours est-il que, ouais, sûrement, franchement, je le souhaite. Sûrement. C'est l'objectif, tu vois. Parce que, Mm. tu vois, on voit souvent, en fait, il y a énormément de compétitions, en fait, qui se créent, qui manquent de moyens et qui le Ouais, font eux-mêmes. Et malheureusement, ça a un peu cette petite kitsch touch. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois. En mode, Ouais. et c'est ça que je trouve dommage. J'en parlais avec Matt. Je sais pas si tu vois Matt. Il était là sur SWHDF. Il faisait les photos à la compète. Matt Riff. Math. Oui, si. Oui, oui. Et lui, il me disait que Gore Nation avait des vidéastes photographes, tu vois, qu'ils Ouais, employaient. parce que eux, ils ont de la thune, mec. Ouais, ouais, ils ont de la thune. Et Mais oui, effectivement, ça, oui. il y en a Ouais. plein. Hein. Il y en a plein qui sortent du lot. Et genre, tu connais Tanks, Thanks, je connais pas. la marque de C'est une Chris marque ou c'est un Heria. athlète? Bah, Ah, c'est Chris ouais, Heria qui l'a Tenix. Ouais, créé ouais, de si, si. base. Oui, je vois. Oui, je Ouais, vois laquelle, Tenix. bien sûr. Bah, lui aussi, tu vois, au niveau Ouais, il a image un de marque, vidéaste, contenu qu'il évidemment. produit et tout, ah ouais, c'est stylé, tu vois. Ouais. De toute C'est façon, à stylé. partir du moment où tu as de l'argent qui rentre, les deux ont de l'argent qui rentre. Gore Nation vend 1 milliard de produits autour de la calisthenics. Et Chris Heria, pareil, avec Tenix ou Tanks, n'importe comment on dit. Mais ils vendent plein de produits, plein de merch, plein de vêtements, etc. Il y a de l'argent qui rentre. Il y a sa chaîne YouTube aussi, il y a ses placements de produits. Il y a de l'argent pour engager des vidéastes et faire tourner l'économie, enfin, démocratiser le street. Là, ouais. Ouais, Mais ouais, c'est à carrément. des échelles énormes, quoi. C'est Ouais. des mastodontes, ces deux-là. Parce que tu penses qu'il faut. Tu vois, récemment, il y avait un débat aussi par rapport à la TikTokisation du Kali. Avec les Qu'est-ce que musiques t'en funk, penses, toi? etc. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses qu'il faut un juste milieu entre cet aspect TikTok attractif et plus cet aspect audiovisuel plus professionnel? Ou est-ce que tu penses que. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut les deux. Ouais, Ouais.
En fait, par rapport au public, le côté cinématique, professionnel, truc, machin, ne va pas forcément les toucher. Alors que des TikTok réactions, comme on les connaît bien, tu vois, bah, ça va peut-être parler à des gens qui vont vouloir commencer, ou qui connaissent pas, mais ça va les... On va se dire, waouh, trop stylé, tu vois, parce que c'est dans leur cadre. Donc il en faut aussi. Mais c'est pas ça qui va professionnaliser la chose, par exemple. Ouais. Ouais, Donc pour moi, il Je suis assez en faut, même si nous, c'est la milliardième fois qu'on voit ces vidéos, mais il y en a, ce sera peut-être les premières. d'accord. Ouais, parce qu'en fait, l'aspect plus cinématique, plus où tu vas vraiment plus essayer d'aller dans l'émotion, etc., ça va plus parler à des gens qui pratiquent déjà. C'est ça que tu veux dire, tu vois. Ouais, ouais. Tu sais, je sais pas si Un tu peu, connais, quand tu crées du dis-moi. contenu sur les réseaux, enfin d'après ce que je comprends pour n'importe quel business qui veut créer du contenu, les shorts, les vidéos courtes, c'est pour attirer des nouvelles audiences, et les vidéos longues, c'est plus pour connecter avec l'audience qui est déjà présente. Donc il faut les Mhm. deux. Pour moi, il faut les deux. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses aussi, mais pour moi, il faut les Si, deux. ouais, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Dans le monde dans lequel on vit, en tout cas. Après, mais ce qui serait cool, c'est de réaliser un film, tu vois, un vrai film. Tu vois, je t'en avais déjà parlé un peu de ces projets, vraiment ces projets courts-métrages, voire films autour du Cali, voire de mini-séries, tu vois ce que je veux dire? Ça, Ouais, ce serait un truc... j'adorerais, tu vois, faire ça. J'adorerais, et ouais. j'adorerais le produire avec toi. Est-ce Mhm. que tu penses que... Est-ce que tu penses que ce serait viable? Est-ce que tu penses que ce serait quelque chose d'intéressant? Est-ce que ce serait possible de faire retranscrire toutes les émotions du Cali à travers un court-métrage, un film? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, à partir du moment où je ne prends pas que des vidéos chopées sur les téléphones de telle et telle personne. Si je suis là à filmer avec ma cam pour choper les plans et les sons et les témoignages que je veux, là oui, il y a de quoi faire quelque chose de très très intéressant. Un documentaire ou une série, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais encore fait ça. Je suis en train de monter un documentaire, mais c'est plus du corpo. Mais j'ai jamais encore fait ça bouclé à 100%, etc. Et je me sens à l'aise dessus, ça je sais pas. Mais ouais, c'est possible, évidemment. Encore une fois, par contre, c'est qu'une question de moyens, parce que ça demande tellement de temps et d'argent, Oui, etc. pour un vidéaste, qu'il faut qu'il puisse rentabiliser un minimum ce temps, sinon il va monter, mais il va monter ça dans la rue comme un schlag. Tu vois, il n'aura pas de maison, il n'aura pas d'appartement. ouais. Donc, Ouais, encore une fois, c'est le street on en workout, revient à même. le street workout. Ouais, je sais, il y a ça aussi. Mais l'économie est importante pour faire évoluer un domaine. Ça permet de financer Ouais. des documentaires, des films, et n'importe quoi d'autre qui permet de élever la discipline. Hmm. Et Ouais, oui, c'est c'est clair. possible. Et ça permettrait de toucher tellement de gens en plus, ça permettrait de donner une dimension tellement plus profonde et une autre dimension supplémentaire au street, évidemment. Ça viendra. Carrément. Je sais pas On en quand. reparlera de toute façon. On en reparlera, Ouais, c'est on sûr. en reparlera, bien sûr. Un des projets de vie. Mais ok, super On a le intéressant. temps. Super intéressant. Parce que là, du coup, au niveau, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la liberté n'a pas de prix. Et je pense que ça résume bien ton état d'esprit, mon état d'esprit vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Actuellement, du coup, tu nous expliques que tu es sur une petite transition dans ta tête au niveau de ta directive, ton plan d'action business. Ouais, Tu peux nous en dire un peu plus sur comment toi tu te projettes, sur comment tu ressens ton entrepreneuriat, ce qui te procure, ses limites? bien sûr. Alors, actuellement, en 4 ans d'entrepreneuriat à créer des vidéos et des photos pour les professionnels, etc., j'ai très très rarement été fier de ce que je proposais et j'avais très très rarement envie de le montrer. Ce qui veut dire que, par exemple, sur mon Instagram, ceux qui regarderont, vous ne trouverez pas les vidéos que je monte pour mes clients actuellement. Vous ne trouverez pas les photos que je fais pour mes clients actuellement. Ni les photos culinaires, ni les vidéos pour les entreprises, ni les vidéos pour les créateurs de contenu. Rien de tout ça, vous le verrez. Vous verrez juste des petites photos, des petites vidéos comme ça pour le fun, mais rien à voir avec le pro. Uniquement du perso et juste pour le kiff et de façon très irrégulière. La raison à ça, c'est que je commence seulement à être fier de ce que je fais et à vouloir le montrer à mes potes, déjà. C'est un pas en avant. Uniquement depuis 1 mois, 2 mois. Honnêtement. Ok. Donc, la transition commence, on va dire. Ouais, il t'a fallu quand même 4 ans pour pouvoir dire ça.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est incroyable. T'en as qui... Ça arrivera plus tôt, probablement, et je l'espère à ceux qui commenceront. Mais perso, aussi, entre la photo culinaire, où je m'en suis vite lassé, mais j'ai réussi, c'est bien, hein, mais je m'en suis vite lassé. Euh, et faire des vidéos shorts pour les restaurants un peu bidons, trendy, etc., juste pour gagner de l'argent, et au détriment de mon épanouissement créatif, on va dire, bah ça n'a pas marché. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, 3 ans. Après, je me suis réveillé et j'ai cherché une nouvelle direction. Cette nouvelle direction, on va dire, enfin c'est plutôt une nouvelle base stable. Je laisse cette base stable où créativement, je m'y retrouve à peu près, et financièrement, je m'y retrouve surtout. Et là, le but, c'est de faire monter les deux et que limite le créatif dépasse le côté financier. Mais déjà, j'ai ma base de sûreté et je peux créer cette nouvelle direction. Mais pour l'instant, j'ai ma base. Ouais. Mais cette base, elle a pris le temps de trouver, etc., de faire les contacts, etc. 4 ans. Allez, 3 ans, max, on va dire. Et je pense que c'est un des points les plus importants dans ce que tu viens de dire, tu vois, c'est la nécessité du temps et arrêter de vous... Parce que tu vois, je trouve qu'on est vachement dans un monde... On voit un entrepreneur à succès, ouais, on est pressé, on veut tout de suite. On teste 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Des fois, on se dit que 6 mois, c'est trop long, mais en fait, 6 mois, quand tu penses en entrepreneuriat, c'est pas énorme, tu vois. Surtout au début, je trouve. C'est pas énorme du tout. Des fois, tu lances des projets. Moi, je sais que, par exemple, même mes formations, je les ai lancées pendant 7-8 mois. Là, j'ai arrêté. Mais c'est rien, 7-8 mois, tu vois ce que je veux dire. Genre, et encore, t'étais rapide. Ouais, encore, ouais. Je trouve que tes formations, tu les as faites rapidement, tout en conservant la qualité, parce que je les ai achetées, tes formations, et elles sont très bien, tu vois. Mais t'es l'un des mecs les plus rapides en termes de idée concrétisation, tu vois. De l'idée à la concrétisation, t'es ultra rapide. Il y a 1 mois, on parlait de faire des podcasts. Enfin, tu me parlais de lancer ton podcast, et on en est déjà au 5e épisode, et je suis ton 5e invité. Il n'y a personne dans mon entourage qui est capable de faire cette vitesse d'exécution entre le concept, enfin, entre l'idée et la concrétisation. Ouais, donc, après, mec, t'as un truc. Ça a ses limites aussi, ça, tu vois. Je pense que c'est important, là, pour ceux qui nous regardent, qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette prise de conscience-là, elle est, pour moi, nécessaire. Arrêter de penser au risque, penser à l'idée, la concrétiser et visualiser le risque après. En tout cas, tant que tu n'as pas d'investissement réellement majeur au départ, fonctionner comme ça, je pense que ça reste un bon moteur. C'est ce qui va t'amener pour moi à passer des steps. De toute façon, comme tu as fait, comme lui a fait, j'ai l'impression que tous ceux qui ont entrepris quelque chose ont sauté un peu dans le vide et ont déployé leur parachute petit à petit. Tu vois, j'adore cette phrase. Mais le fait de le faire trop vite, ça peut avoir ses limites parce que le fait de le faire trop vite, ça t'amène aussi à vite changer de cap. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai eu un peu ce problème-là perso pour parler un peu de moi, c'est que j'ai toujours fait plein de trucs, mais j'ai rarement été au bout de chaque truc. Et du coup, ok, tu fais plein de trucs, c'est bien, à chaque fois tu rebondis, mais t'en es toujours à la même situation. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'était mon petit avertissement sur ça. Mais je pense que c'est une bonne chose quelque part, parce que je pars du principe, moi ma citation c'est plutôt si tu veux grandir, frérot, faut aller manger de la merde. C'est un peu cru. Ouais. Mais il n'y a que comme ça que tu sentiras la merde arriver. Il n'y a que comme ça que tu sauras si un projet il est viable ou pas. Il n'y a que comme ça que tu sentiras le burn-out venir et que tu sauras l'éviter un peu avant. Et enfin, t'arrêter avant la ligne rouge, tu vois. Toutes ces choses, tu les apprends en mangeant de la merde. Tu l'apprends en faisant des échecs, en faisant des projets qui sont risqués. Bon, dans une certaine mesure, évidemment, tu pèses toujours un minimum, mais mec, l'avantage de tester plein de choses, c'est que tu tires plein d'expériences différentes et variées plus vite que quelqu'un qui ne concrétiserait pas. Tu vois, l'inverse de toi, par exemple, je pense que ce serait quelqu'un qui est trop perfectionniste et qui fait rien. Mais qui a des bêtes d'idées, hein. Il en parle à tout le monde, mais il fait rien. Ouais, clairement. Toi, t'as des bonnes idées, et en plus de ça, tu les concrétises. Désolé, hein, c'est la Monster qui... Ouais, elle a été émue. Je l'ai vu. Non, mais ouais, c'est clair, il y a toujours cette
Il y en a beaucoup, en plus, des mecs comme ça, perfectionnistes, qui pensent, et en fait, ils vont trouver leurs propres limites, leurs propres barrières, et du coup, ils vont pas le faire. C'est vrai que c'est con. De toute façon, ça, pour moi, je te jure que je trouve que c'est une vision beaucoup trop européenne, voire peut-être même française, de, tu vois, toujours cette peur de Avoir l'échec, peur de en fait. l'échec. Et ouais, et voir l'échec négativement, alors que, bah, tu l'as dit, putain, manger de la merde, c'est la meilleure école, tu vois. Et je pense qu'il faut sauter le cap, tu vois. Comme tu vas le faire, de toute façon. Comme tu vas le faire. Comme tu as déjà pu le faire et comme tu le feras encore. Je vais citer un exemple. À mes débuts, j'étais extrêmement timide. Je l'avais dit au tout début, mais juste le fait d'aller voir un restaurant pour lui proposer un truc, pour lui vendre un truc, juste le concept déjà me mettait très mal à l'aise. Donc je te dis pas quand je me retrouvais devant le restaurateur. Alors que maintenant, j'ai aucun problème à le faire. Petit à petit, maintenant, j'ai aucun problème à le faire. En plus, je juge quand même bien maintenant. Et si à l'inverse, je tombe sur quelqu'un qui veut négocier mes prix, etc., je sais garder mes positions et poser mes limites. J'ai aucun problème avec ça et je le fais de façon très, très posée, très sereine maintenant. Mais j'ai bouffé la merde. Je me suis retrouvé à devoir abaisser mes prix juste de 20%, juste parce que le mec, il a fait... Juste parce qu'il a soufflé. Tu vois, J'en étais à ça. Après, ouais, de toute façon, tu as appris de tes erreurs et c'est ça le principal. Et tu vois, je trouve même que dans ta personnalité, ça se ressent à mort, cette évolution. Peut-être. Je te jure, moi, je vois un fossé entre le Dan d'il y a même 2 ans et le Dan de maintenant, tu vois. C'est clair. Merci beaucoup. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Merci, mec. Écoutez, si vous voulez grandir, bouffez de la merde. Non, mais putain, en plus, ça paraît con à dire, mais tu vois, un exemple tout con. Moi aussi, j'ai un exemple là. Ça faisait 1 an et demi que j'étais en mode freelance tout seul, que je survivais. Je survivais parce que je me dégageais, tu vois, un chiffre d'affaires entre 1000 et 2000 balles, tu vois. Genre, Bon, la première année et la deuxième, c'est le mode survie, frérot, c'est normal, non? Ouais, c'est une très bonne survie, surtout pour le marché sur lequel j'étais. J'étais content et je commence à prendre du recul et me dire c'est bien ce que tu as fait et maintenant fais mieux. Ouais. Mais là, je me suis replongé dans la merde, encore plus dans la merde que j'étais avant, tu vois ce que je veux dire? La plonge de ces morts, me prendre des remarques, des trucs en mode esclave moderne, quoi, tu vois, tout ce que je déteste. Je vois très bien. Mais, l'air de rien, depuis que là j'ai commencé, depuis 1 mois, et ben j'ai entrepris plein de nouveaux trucs. Tu vois, j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai commencé à faire les podcasts, j'ai mis en stand-by les coachings, j'ai mis en stand-by mes formations, je commence à recréer les versions 2 des formations, je commence à recréer des versions 2 sur mes coachings, beaucoup plus poussées, beaucoup plus en accord avec ce que je suis, et je pense que c'est un élément déterminant dans ça, dans cette transition, c'est que je rebouffe de la merde, tu vois ce que je veux dire? Et je me retrouve dans cette introspection, parce que souvent quand tu es dans l'action, tu vois, quand tu es dans ton entrepreneuriat, quand tu fais le même service depuis 6 mois, 8 mois, 1 an, bah, j'ai l'impression que tu as un palier de stagnation qui peut vite se créer. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et comme tu l'as dit, tu t'en lasses. Sauf que quand tu viens à te lasser de ton offre et que tu dépends de cette offre pour vivre, ça peut devenir hyper problématique. Et je pense que tu vois ce que je veux dire parce que toi aussi, tu as eu ce truc à faire plein de trucs en même temps, un machin. Tu nous as fait quand même un petit burn-out, si on peut en parler. Oui. Où vraiment c'était compliqué. Et le problème de ça, c'est que quand t'es seul. T'as pas d'assurance. Comment ça s'est passé pour toi? Comment t'as vécu ça? Si tu souhaites en parler, hein, frérot. Je souhaite en parler, je cherche juste l'angle par lequel je décide d'en parler. 90 degrés nord. Ok, je prends. L'angle du coup, c'est une formation que j'ai voulu créer en photographie culinaire. Et j'ai voulu faire comme tous les gens sur Insta, influenceurs, je sais pas quoi, à vouloir documenter toutes les semaines, tous les 3 jours, tous les 4 jours. On avançait. Et je me suis dit, vas-y, en 1 mois, je vais faire ma formation en photographie culinaire. Parce que c'était le moment parfait. J'avais plus envie de choper de nouveaux clients. Enfin, j'étais bien avec ceux que j'avais déjà, j'ai pas forcément envie d'en faire plus. Et j'avais des connaissances qui, selon moi, valaient quelque chose. Donc, autant faire une formation.
Sauf que là, c'est la 3e fois que je l'ai réécrit. On en est à plus d'1 an que je travaille dessus, à faire des nouveaux visuels, des nouvelles explications pour être sûr que mon produit apporte de la valeur et que les gens qui la suivent en ressortent à quelque chose de concret. Mais ça prend du temps. Et cumulé avec le sport, etc., machin, c'était trop. Du coup, petit à petit, le sport a chuté. Petit à petit, c'était tout au long de décembre. Hein. Petit à petit, le sommeil a chuté, et mon alimentation a chuté, et mon rythme de vie a chuté, et tout a chuté. Et il restait que le surmenage, en fait. Il restait que ça. Donc petit à petit, j'ai sombré. J'étais de plus en plus triste, on va dire. Et au bout d'un moment, j'ai atteint une sorte de palier de non-retour où je sentais un énorme vide en moi. Et j'avais tout le temps envie de pleurer, mais sans aucune raison. Et c'est un petit burn-out, on va dire. C'est un petit burn-out, parce qu'il y en a qui ont vécu bien pire. Mais maintenant, ce que j'en tire, c'est que ça sert à rien de rusher des projets si tu veux qu'ils soient qualitatifs. Si ça doit prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, je m'en bats les steaks. Ça viendra quand ça viendra. Mais hors de question que je cours après plusieurs lapins à la fois, enfin du moins trop de projets à la fois. Pour moi déjà, sport, vidéo photo pour les entreprises et la nouvelle direction que je veux donner en vidéo, c'est 3 projets déjà en soi. Plus la vie perso, plus les trucs, les machins. C'est 3 projets déjà, c'est beaucoup. 4, ça s'écroule. Du coup, maintenant, ce qui m'a mené au burn-out, c'est ça, et voire même ça, tu vois. Maintenant, je fais ça. Max. Et je les compte. La règle des 3. Ouais. Je sais pas si c'est une règle des 3, mais en tout cas, nombre de projets minimum viables, on va dire. Tu vois. Ouais, après, moi, j'aimerais rajouter aussi que ça dépend aussi de l'intensité du projet, parce que là, c'était quand même des projets hyper intenses. Chaque projet te demandait beaucoup d'investissement, tu vois. Et comme si ça suffisait pas, je me suis mis une deadline impossible pour l'un des projets. Vraiment le truc à pas faire. Ouais, en plus. Mais oui, c'est ça. T'as tout compris. Ça, j'en discutais en plus avec Mathieu. Il me disait, putain, j'ai du mal à respecter mes deadlines, mes trucs. Et en fait, je trouve pas ça si important, tu vois, de respecter la deadline. S'en fixer une, oui. C'est clair qu'il te faut un objectif final de sortie et tout. Mais je pense que le principal, en fait, tu me diras si t'es d'accord, mais c'est le processus. C'est le plan d'action que t'établis, tu vois. Et la deadline finale, en fait, si tu la repousses, c'est pas si grave. Parce que dans tous les cas, c'est pas si grave. À notre échelle, il n'y a personne qui attend nos projets. Tu vois ce que je veux dire? En théorie, tu sais, t'as toujours la sensation. Moi, je sais quand je faisais mes formations, et je comprends ce que tu veux dire, mais j'avais trop la sensation, c'était attendu, tu vois, fallait que je respecte cette deadline, tu vois ce que je veux dire? En fait, non, frérot, tu vois. Ouais, non. Tout le monde s'en bat les steaks. Tu la sors quand tu veux. Ah, c'est clair. Et au pire des cas, même si tu arrives à la fin et que t'es pas satisfait de ce que tu as fait et que tu veux pas le sortir, au moins tu auras fait tout le processus et tu auras appris plein de trucs et tu auras avancé forcément, tu vois. Ouais. Tu auras appris à comment héberger une formation, comment structurer tes idées, comment apprendre à les expliquer à un public, tu auras appris plein de petits trucs. Et peut-être que tu sauras même mieux expliquer ce que tu fais maintenant à des gens. Parce que tu as fait l'effort de faire cette formation que tu n'as jamais sortie. Ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que là, du coup, actuellement, tu respectes ta règle des 3. Donc, t'as sport. Un peu frustrant, mais ouais. Ouais. T'as sport, t'as tes photos vidéo, donc ton taf. Et le 3e? Et le 3e, qui est le projet de faire des fausses publicités, travailler avec des grosses marques. Et ça, je considère que c'est un truc en plus de ma base de prestations de base déjà que je fais. Parce que les fausses publicités que je suis en train de préparer, j'investis la thune dedans pour le trajet, pour la bouffe, etc. Parce que là, on va aller à Annecy. Je ramène 3 personnes, je dois louer une camionnette, 300 balles. Je dois payer de la bouffe, etc. C'est pas donné. Ça demande du temps et de l'énergie que je peux pas mettre dans des prestations. C'est un vrai projet, ça demande vraiment du temps et de l'énergie. Par contre, je veux pas rester sur ma base et ne pas bouger. La nouvelle direction, je vais la construire petit à petit. Et la formation est à côté, et elle toque à côté, elle dit je peux venir. Et moi, je lui dis non, frérot, tu viendras après. Une chose à la fois. Si tu veux une soirée, si tu veux, on fait un truc, mais pas plus. Voilà quoi. Je suis mort. J'aime bien cette image. Mais je regarde cette limite parce que je sais que ça va je sais que ça va me cramer sinon, en fait. Ouais.
Donc Voilà. tu t'auto-limites. Mais est-ce Pour que, mon par exemple, bien-être tu vois, en et fait, éviter le burn-out. parce que tu vois, des fois, t'as beau te limiter à vouloir faire 3 projets, trucs, t'as toujours des projets qui te viennent en tête. Tu vois ce que Bien je veux sûr. dire? Est-ce que tu pars totalement dans le déni et tu les envoies complètement bouler, ou est-ce que tu te les notes, tu gardes un truc de côté? Comment tu fonctionnes? Je me dis, je les note de côté, mais ça m'arrive d'y réfléchir et de travailler l'idée, etc. un soir, quand je suis au sujet de l'inspiration, évidemment. Mais je veux pas m'y attarder au détriment de mes projets principaux qui sont mes priorités. C'est pas, Ouais. j'ai travaillé sur ma frustration d'ailleurs, même ma réflexion dessus. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on soit frustré d'avoir trop d'idées. Je sais pas si tu vois là où je veux en venir. Ouais, carrément. J'avoue. Parce que ces idées-là, le moment où tu auras terminé le projet numéro 3, t'en as 10 autres derrière. Tu choisis celui que tu veux, frérot. Il y en a plein. Tu prends celui qui t'intéresse le plus. Donc, c'est bien d'être frustré. Faut juste que j'arrive à le canaliser un peu mieux, et maintenant j'arrive un peu mieux, ça va. Mais c'est une bonne chose, vraiment. Et le fait d'avoir d'autres idées en parallèle derrière, c'est une très bonne chose. Ouais, après, Donc, comme tu dis, je pense que le principal, c'est d'apprendre à gérer cette frustration. Mais tu ouais. vois, moi, perso, j'ai un peu ce truc de... Quand je note des idées et que je reviens dessus plus tard, j'arrive pas à les refaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça aussi T'as que je besoin pense de que les j'ai ce one-shot. passage à l'acte hyper rapide, ouais. C'est dès que j'ai un Avant truc, que il faut ça que je s'évanouisse, le... entre guillemets, avant que ça se fane, t'as Bah besoin ouais, de exact. rusher et d'aller vers la concrétisation le plus vite possible avant que ça Mhm. s'éteigne, avant que la flamme s'éteigne, entre guillemets. C'est ça? Ouais, 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 je c'est ça. comprends. Je comprends. Ouais, je sais que tu comprends. Mais il n'y a pas de mauvaise. Je l'ai aussi, cette flamme, hein. Mais j'ai un peu plus de coups d'extincteur sur ces flammes-là, quoi. Ouais, mais je pense surtout que t'as plus d'expérience et plus de fail que moi, en fait. Je pense que c'est ça. Et du coup, j'ai appris Tu vois, plus de ouais, sagesse par rapport à ça. peut-être. Peut-être. Sensei. Oh, c'est toi, mon Non, sensei, pour mais... le calisthenics, je te rappelle. Yes, sir. Bon, on en reparlera sûrement dans un autre épisode, de toute façon. Bien sûr. Mais ouais, c'est toujours, toujours différent, hein. Tu vois, j'aime bien ce genre de format, en fait, parce que on parle vrai et c'est concret, tu vois. Et ça peut potentiellement mettre des idées dans la tête des gens, tu vois, en mode entrepreneuriat, c'est bien, vivre à Bali, c'est bien, mais à quel prix? On disait aussi avec Moulax, tes semaines, tu comptes pas les heures, enfin au début en tout cas, tu vois. Et tu peux Même faire des semaines maintenant, de hein. 90 heures sans... Ouais, mais tu vois, je trouve qu'avec le temps, tu structures un peu plus et il y a des choses Ouais, qui te prenaient quand c'est 4 heures avant payé, qui vont te prendre... quand c'est payé, tu comptes quand même un peu. Ouais, quand c'est payé, Ouais. tu comptes. Et quand c'est Surtout bénévole ou toi. que c'est pour toi, mais quand c'est bénévole ou pour toi, voilà, souvent tu comptes pas trop, quoi. Ouais. Et on se disait, en fait, tu peux faire des semaines à 90 heures sans aucune certitude que ça te ramène quoi que ce soit. Tu vois? On s'en fout, Parce que, c'est pas grave. ouais, mais faut quand même bien prendre en note ça, tu vois. Parce que quand tu vas bosser pour quelqu'un, bah, t'as tes heures, tu sais que t'es payé tant de l'heure, tu sais que t'as ça à la fin du mois. Oui, ouais. T'as En les attendus, tu entrepreneuriat, c'est sais pas ce du que tout tu ça. donnes, tu sais ce que t'arrives à la fin, tu sais ce que tu récoltes à la fin, bien sûr. Ouais, mais je te jure que dans la tête des gens, c'est pas forcément évident. En tout cas, moi, je me revois à 15 ans. Je sais pas si j'avais totalement cette notion en tête. Tu vois, pour moi, j'allais lancer un business, j'allais avoir telle offre, tel truc, tant de clients et ça allait faire tant. Tu vois ce que je veux dire? Ligne droite. Ouais, ouais, de ouf. De ouf. Un peu la naïveté de l'adolescence, tu sais, mais je trouve que c'est important de le dire parce que c'est pas. Et puis, à contrario, tu peux bosser 2 heures par semaine et faire des millions. C'est... Mais ça, c'est arrivé parce que, encore une fois, t'as mangé la merde avant. Ouais, je Ouais. pense, clairement. Je pense clairement. De toute façon, quand tu regardes, quand tu fais si on faisait un tableur Excel avec les, bon, pas les plus riches du monde parce qu'on s'en fout, mais ceux qui ont réussi, entre guillemets, qui ont fait des trucs de ouf, bah, il y a énormément de fade, il y a énormément de chutes, d'échecs, de réessayer, tu vois. Tout le temps, j'ai Mm. l'impression qu'ils se sont tout le temps recyclés. Moi, Ouais. je regardais un reportage sur Musk l'autre fois, et ce mec-là, il a fait plein de trucs, tu vois. Il a fait plein de trucs. Et souvent,
à l'inverse de ce que les gens pensaient et ce que les gens disaient, à l'inverse de la tendance. Out of the... Et je sais qu'il aime bien dire ça, out of the box. border. Ouais, out of the box. Ouais. You know my English accent, bro. I'm from LA. Mat my feet. No. I know. Mais ouais. Ouais. Honnêtement, cette vision entrepreneuriale, en vrai, je m'en bats un peu les steaks. Je suis un peu en mode... un peu plus pour la calisthénie aussi maintenant. J'essaie de plus suivre mon ressenti intérieur et les leçons que j'apprends au fur et à mesure de manger de la merde. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que tu vois sur Instagram, des conseils et tout, qui sont pas forcément applicables, ou du moins brutes dans ce que tu fais. Je vais citer un exemple, même si je sais pas si c'est un très bon exemple. Pour mes prestations, je suis censé légalement faire un contrat pour chacune de mes prestations. Je suis censé légalement faire signer un devis et que le client me verse un acompte pour chaque prestation que je fais. Or, je ne le fais pas pour les clients réguliers. Je ne le fais pas pour les clients qui m'inspirent confiance. En revanche, dès qu'il y a un client où je sais que ça sent c'est un peu chaud, là je resserre les barreaux, je dis toutes les conditions, clairement. Je dis si jamais les conditions ne sont pas réunies le jour du shooting, je fais demi-tour, je rentre chez moi et je demande un acompte. Et une signature, c'est le devis. Et sur les retours que j'ai eus de ces gens-là, quand je les ai eus en face, enfin quand je les ai eus au téléphone, etc., et même en face, c'est du respect qu'ils me montrent. C'est pas du dédain, c'est pas de l'ennui, c'est pas j'en ai marre, etc. Ouais. Et s'il y en a un qui me montre du dédain ou de la flemme, etc., j'en ai marre, et bah je juge que c'est cool, tant mieux. Ça filtrait les cons et les pas cons en fait. Ouais. Ça filtrait les enculés des gens corrects. Donc la personne qui est ronchon quand je lui parle de mes tarots et de mes conditions, bon bah ça veut dire qu'elle veut pas faire les choses carrées, ça veut dire qu'elle veut essayer de me la mettre à la fin, ça veut dire qu'elle c'est pas ce qu'elle veut mais qu'elle veut négocier un max. Donc ça dégage. Et j'ai filtré direct et j'ai même pas commencé la prestation. Donc c'est clair. Désolé, j'ai un peu dérivé, je sais plus trop de quoi on parlait, mais voilà. Bah non, mais il faut dériver de toute façon. Ce genre de format, ça dérive forcément, frérot. Ah oui. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. C'est les conseils entrepreneuriaux, c'est nécessaire, etc. Ouais. Je suis ma propre voie. Ce que j'ai testé et qui marche, je le fais. Ce que j'ai testé et qui a pas marché, même si c'est des conseils que tout le monde se dit entrepreneurial, je sais pas quoi, bah les couilles. Ça marche pour moi, ça marche pas pour moi. Clairement raison, frérot. T'as clairement raison, frérot. Il y en a beaucoup aussi, tu vois. Moi aussi, à un moment, j'ai eu beaucoup ce truc-là de regarder ce que les gens avaient fait, de me comparer, de me dire putain, lui, il avait la dalle, il a fait ça et les trucs. Et tu sais, quand tu te compares, en fait, t'entends des mecs qui vont faire un Reels, qui vont te dire je travaillais tant d'heures par jour, j'étais acharné, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est complètement utopique, tu vois. Et quand tu te compares à toi, en fait, ça crée chez toi du dégoût, tu vois, de la non-reconnaissance de ce que tu fais, de la non-reconnaissance de tes capacités, de tout. Alors qu'en fait, ces mecs, déjà, ils disent pas tout. Et de deux, ce qu'ils disent, bah, c'est pour faire bien, tu vois. Et ils oublient plein de trucs. Parce que là, si dans 20 ans, tu me demandes de parler de toute mon histoire, je vais te résumer ça en 2 secondes, mais toutes les étapes que j'aurais passées, je m'en rappellerai déjà peut-être plus à 100%. Et j'en zapperai plein. Parce qu'il y en a plein qui devront pas être dites ou qui seront pas nécessaires de dire. Tu vois ce que je veux dire? Quoique, peut-être que j'aurai la capacité de, mais tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que tu es clairement dans le qui reste souvent. Ouais, au-delà de l'expérience, c'est surtout la trace émotionnelle que ça te laisse derrière, je pense. Ouais. Genre le trauma entre guillemets que tu as eu quand il s'est passé une mauvaise prestation, etc. Ou quand tu t'es fait rabaisser pour te négocier des prix, je t'en souviens. Je te souviens pas exactement de la scène, j'aurais peut-être un peu du mal à la décrire, enfin, pour moi en tout cas, mais je me souviens très bien du sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là. Ouais. Un sentiment de je capte pas ce qui se passe, mais j'ai mon cœur qui s'emballe et je commence à suer je commence à suer un peu, tu vois. Je me sens inconfortable. Je sens que j'ai pas l'ascendance sur la discussion du tout. Limite, j'ai cette impression de me faire écraser psychologiquement. Ça, c'est des ressentis que je sais que je veux plus ressentir, quoi. Mais la scène, je me souviens plus exactement.
Mais encore une fois, il a fallu que tu le vives pour le savoir. Ouais, ça par exemple, il n'y a personne qui va en parler sur les réseaux parce que ça se vit. Le sentiment d'être dominé, écrasé par quelqu'un qui te négocie tes prix à mort, bah faut le vivre. Tu peux pas regarder une vidéo et quelqu'un qui va te l'expliquer. Non, C'est clair. faut vivre le truc. C'est clair. Du coup, C'est clair. voilà. Bah Est-ce que tu vas écoute, mon attaquer Dan, attaquer Tu quoi? m'as noté sujet 3, entraînement, je crois. Et je sais pas si c'est ça dont tu voulais parler. Bah écoute, je me dis qu'on est déjà à une petite heure de podcast là. Je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Donc si c'est ok très pour bien. toi, on peut garder ça me pour va. des prochains épisodes, Avec grand plaisir, si ça te va. bien sûr. Ça nous Bah fera écoute, un autre sujet de conversation. carrément, de toute façon, on aura l'occasion, avec plaisir. Et écoute, Dany, bah, merci pour ton temps, merci pour ta venue. Nous, on était très contents de t'avoir ici. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié si vous êtes encore là. Et on se redit à très vite. On se redit à très vite. Allez, ciao, ciao, mon pote. C'est le mec.